ce n'est pas signifiant. Personne d'attrapé, pas de chemise de Air France. C'est possible que c'est un peu brut. Un petit peu, oui. Alors, ce qui se passe au centre hospitalier du Rouvray, les organisations syndicales et le personnel n'arrêtent pas de le dénoncer depuis quelques années, où on sent vraiment une usure professionnelle et surtout on accueille mal les patients, on les accueille sur des lits de camp et notre travail, notre sens du travail, c'est liquéfié de jour en jour. Depuis le 22 mars, l'intersyndicale et le comité de grève a lancé une grève illimitée pour dénoncer les conditions d'accueil des patients, la maltraitance institutionnelle que subissent les patients et aussi le manque d'effectifs chroniques qu'il y a dans l'établissement. On a décidé, face à l'aveuglement de notre direction et du ministère, de passer un cap supérieur en lançant une grève de la faim. Là, aujourd'hui, nous sommes 7, dont les premiers sont à 10 jours aujourd'hui, dont moi notamment, pour continuer à mettre un coup de pression sur le ministère, parce que oui, il nous faut les 52 postes que l'on réclame depuis plusieurs mois maintenant. Après 10 jours de grève de la faim, est-ce que votre direction, le gouvernement a réagi? Vous avez eu des retours de votre hiérarchie? Alors, au niveau de notre direction, il n'y a pas eu de son, il n'y a pas eu d'image. Au niveau de l'ARS, on a eu du mépris. On nous dit qu'on est mieux doté que les autres établissements, donc passez votre chemin, au revoir. Et au niveau du ministère, il y a eu le communiqué du ministère qui est tombé hier, où on nous propose une mission d'audit qui arriverait donc le 6 juin pendant 3 semaines pour évaluer les besoins de l'établissement. Ce qu'il faut savoir, c'est que des audits sur l'établissement, il y en a déjà eu 2. Ça a coûté 350 000 €. Les experts, c'est les professionnels. Les experts, c'est les représentants syndicaux et c'est les gens qui travaillent ici au quotidien. Nous, on a fait nos calculs. Il manque 52 postes pour que cet hôpital puisse refonctionner à nouveau. 52 postes, j'insiste, infirmiers et soignants. Et du coup, ce soir, vous avez passé un cap supérieur, vous pouvez m'expliquer? Ben oui, c'est que la déclaration de la ministre via son communiqué de presse, nous on a pris ça clairement comme une déclaration de guerre. Quand on nous dit qu'on va mettre une mission d'audit et qu'à la rigueur ce qu'il faut recruter c'est des psychiatres, mais les psychiatres ils ne sont pas de nous soutenir, enfin si qu'au bout de 8 jours de grève de la faim, hormis quelques-uns qui sont toujours avec nous depuis le début. Donc on a pris l'administration, c'est un geste symbolique. La grève de la faim ça va pas, on laisse crever des gens, on laisse crever des infirmiers, des aides-soignants, des ambulanciers en 2018 en France. Bon on prend l'administration et on nous quittera l'administration soit par les forces de l'ordre, soit si on a 52 postes. J'insiste, si le ministère nous lâche les 52 postes qu'on demande, tout le monde rentre chez soi. C'est quoi la situation de cet hôpital au quotidien? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui vous manque? Au quotidien, c'est par exemple, si vous voulez, quand moi je travaille, je suis infirmier, quand je dois être 4 sur un quart de travail, je suis jamais 4 sur un quart de travail, je suis 3 ou 2. Par contre, l'activité, elle augmente de plus en plus. On accueille des patients, moi j'ai 26 lits dans mon unité, on peut monter jusqu'à 30 patients. Donc on installe les gens sur des lits de camp, complètement à l'arrache, n'importe comment. On les enferme dans de l'isolement alors qu'ils ne relèvent pas de l'isolement. Un isolement, c'est quand même un matelas par terre avec un seau pour faire ses besoins. D'autant plus qu'il n'y a pas de service pour adolescents dans l'établissement. Moi, dans mon service, j'ai 4 gamins. Le plus jeune, il a 13 ans. Il y a eu des problèmes de viol déjà dans l'établissement. On n'arrête pas de dénoncer ça. Et tout le monde reste autiste à ce problème-là. Donc, s'ils n'arrivent pas à entendre ça, nous, on va les forcer à nous écouter. Cette situation elle s'est dégradée depuis combien de temps? Depuis combien de temps c'est aussi grave que vous le décrivez? Très concrètement, le problème de suroccupation, le problème des mineurs, c'est depuis 2012, c'est toujours des problèmes chroniques, des problèmes latents. Mais là, on se rend compte que là, ces 2 dernières années, et notamment depuis le début de l'année, la situation, elle explose. Et quand on demande à nos directions de réagir, on nous répond que tout va bien. Fermez les yeux, tout va bien. Mais ils ne peuvent pas savoir ce qui se passe, ils ne viennent jamais dans les services. Donc pour eux, ce sont des gestionnaires. Ils veulent gérer l'hôpital, mais comme tous les établissements publics en France, on veut gérer l'hôpital public comme une entreprise. Sauf que la santé, ça a un coût. Mais ce coût-là, c'est un investissement pour la société. Sauf que ça, apparemment, il n'y a que nous qui le comprenons. Et au-dessus, de toute façon, ils ne comprennent pas. C'est de l'incompétence, à tous les niveaux. Qu'est-ce qui a déclenché cette grève de la faim il y a plusieurs jours maintenant? Le ras-le-bol. Moi, j'en ai ras-le-bol de l'institution m'oblige à faire de la maltraitance. L'institution, en ne me donnant pas les moyens de soigner, m'oblige à enfermer des gens alors qu'il n'y a pas besoin de les enfermer. Ce ras-le-bol-là, il était latent, on a prévenu, on a essayé toutes les négociations possibles, de notre direction en passant par le ministère. À chaque fois, on a des portes fermées. Nous, soignants, avons décidé de mettre en péril notre santé.
Et quand je vous dis en péril, ce n'est pas des paroles en l'air. Moi, j'ai perdu 12 kilos en 10 jours. Mon bilan de sang, il est perturbé au possible. Il faut qu'ils nous entendent. Il faut qu'ils nous entendent. Moi, je ne peux plus continuer à travailler comme ça, c'est impossible. Comment vous, en tant qu'infirmier, vous expliquez que le ministère, votre hiérarchie, reste sourde et ne réagisse pas alors que, clairement, visiblement, il manque de moyens dans votre hôpital? C'est le résultat d'une politique gouvernementale qui est tout pour le capitalisme et qui ne fait rien pour le service public. On le voit bien avec les cheminots, on le voit bien avec les étudiants, on le voit avec la santé. Ce gouvernement, de toute façon, il a décidé de faire ses réformes coûte que coûte. Il veut sabrer les syndicats, le moindre contestation c'est sabrer. Quand je vois que dans la même semaine, il y a des étudiants qui se font déloger alors qu'ils veulent juste avoir un accès équitable à l'enseignement et que dans la même semaine, au niveau de l'Elysée, on reçoit tous les chefs du CAC 40 en leur sortant le tapis blanc, ça prouve le cynisme de notre gouvernement. Un gouvernement incompétent comme notre direction. Faire une grève de la faim est un acte fort. Jusqu'où êtes-vous capable d'aller? Vous êtes-vous donné une limite? Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Jusqu'au bout? La limite, on n'est pas suicidaire et on n'est pas des victimes. La grève de la faim, c'est une force qu'on utilise. Après, bien évidemment, on est tous pères de famille. Quand les médecins qui nous suivent commenceront à nous dire que ça devient vraiment casse-gueule, bien sûr qu'on décrochera. Mais pour l'instant, on a le feu vert, on a surtout la motivation. Même si on sent que ça devient vraiment compliqué pour nous, on est vraiment déterminés. On n'est pas parti depuis 2 mois et demi en lutte, en grève illimitée, à avoir fait tout ce qu'on a fait pour s'arrêter maintenant. C'est pas nous qui allons perdre. Votre situation à vous ce soir, c'est quoi? On est dans l'attente, on continue à augmenter les gestes forts, les gestes radicaux, et à chaque fois, j'insiste, sans violence. À chaque fois, les salariés du Rouvray n'ont jamais utilisé des actes de violence. On n'a jamais rien dégradé. Apparemment, c'est peut-être pas la même méthode, moi je n'en sais rien. Aujourd'hui, de toute façon, on s'organise pour tenir l'administration et puis on attend maintenant des réponses concrètes du gouvernement. Vous avez eu le soutien des cheminots, des dockers de Rouen. C'est quelque chose qui vous fait chaud au cœur? Pouvez-vous vous exprimer dessus? C'est terrible comment ça peut nous motiver quand je vois que tous les matins, quand moi je me réveille, quand je vois des fois 30, 40, 50 cheminots qui sont là, quand je vois justement le port autonome de Rouen qui va se mettre en grève pour nous soutenir, qui eux aussi écrivent au ministère, quand je vois les dockers qui se mobilisent. Et au-delà de tout ça, aujourd'hui, on était encore 200 sur le palier de l'administration, il y a des gens de Bretagne qui sont venus, des gens d'Alsace. Ce mouvement solidaire, il est important. Parce que oui, il faut converger. Oui, il faut se battre contre ce gouvernement. Ce qui se passe au Rouvray, c'est ce qui se passe dans d'autres établissements. C'est ce qui se passe chez les cheminots, c'est ce qui se passe dans les facs. Oui, la convergence des luttes, elle est nécessaire pour contrecarrer ce gouvernement. Le système économique global ne veut plus de services publics. Je crois que c'est admis par tout le monde. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de vous battre contre un ennemi qui serait trop fort pour vous? On y pense, mais celui qui ne se bat pas, il est sûr de perdre. Celui qui se bat, au moins, il se donne les moyens de réussir quelque chose. La politique capitaliste que suit Emmanuel Macron et tous ses sbires au gouvernement, nous, on la refuse. Nous sommes dans un hôpital, en France, il y a des services publics. Quand tout sera cassé, on le voit bien dans les autres pays, la privatisation, ce que ça a donné. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Vous pouvez nous expliquer la situation de cet hôpital ce soir? La situation elle est plutôt simple à comprendre, c'est qu'on est le 3e hôpital en termes de file active, donc de prise en charge de patients, et seulement le 20e en termes de personnel. Donc il y a déjà des grosses disparités qui ne sont pas normales. Donc nous aujourd'hui on réclame 52 postes, à savoir qu'il y a des audits qui ont été faits il y a 2 ans, qui ont coûté 330 000 € aux contribuables. En novembre dernier aussi. En novembre dernier aussi, exactement. Et donc ça statuait sur, à la base, nous on réclamait 197 postes. L'audit a estimé qu'il y avait besoin de 57 postes, je crois. Et donc aujourd'hui, on a trouvé un consensus, on réclame 52 postes. Après une étude assez sérieuse qu'on a faite. D'agents paramédicaux, pour le détail, infirmiers, aides-soignants. Donc ça a été repris par certains médias en termes de manque de plein temps médecins, mais pas du tout. Il manque des aides-soignants, il manque des infirmiers, il manque des ambulanciers, des ASH qui sont là pour l'hygiène des locaux. Ouais. Donc voilà, nous, notre combat, il est pas que symbolique, il est nécessaire. Et clairement, on ne réclame pas d'augmentation de salaire, on ne réclame pas de vacances supplémentaires, on veut juste des collègues pour une prise en charge bien plus globale des patients. Du coup, vous n'êtes
pas entendu, pas écouté par le gouvernement, par votre direction? Absolument pas. Par personne. Par personne, notre direction fuit, il ne vient pas à notre rencontre, sauf certains directeurs, mais le directeur général il fuit, et puis on n'a pas de réponse claire de la part du ministère, à part botter en touche et parler du temps médical, il ne parle pas du tout des paramédicaux, alors c'est le quotidien, c'est nous qui prenons en charge les patients du matin au soir, donc c'est le nerf de la guerre en fait. Du coup, vous avez décidé de lutter, vous pouvez m'expliquer comment ça se passe? Notre lutte elle est pacifique, voilà, il n'y a pas de détérioration, personne n'a été bousculé, comme toujours. On lutte intelligemment, dans l'intérêt de tout le monde. Et là, l'objectif de la lutte, des collègues sont mis en grève de la faim depuis 10 jours. Donc le mouvement s'est un petit peu durci dans l'intérêt de nos collègues. On n'a pas envie que ça dure trop longtemps, dans l'intérêt de leur santé. Donc aujourd'hui, environ 500 personnes se sont réunies sur le parvis. Une soixantaine sont rentrées dans le bâtiment pacifiquement, je répète. Rien n'a été abîmé, personne n'a été bousculé. Et l'idée, c'est vraiment un peu d'embêter un peu l'administration pour qu'il y ait une intervention peut-être de force de l'ordre ou une autre intervention de type, mais on veut faire bouger le ministère, quoi, voilà. Dans tous les cas, on est là, on ne frappera personne, on est pacifique. Comment lutter contre ce qui semble être devenu la norme, la réduction des postes dans le public? Quitte à avoir de la maltraitance, tous les infirmiers, les infirmières, les aides-soignants, les personnels médicaux que nous interviewons nous disent les patients sont maltraités. Exactement. Comment vous pouvez lutter? Comment le milieu médical peut aller contre l'envie de l'Europe d'avoir une santé exclusivement privée, le contraire de ce que la France a construit depuis la guerre? En considérant que ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas normal. Nous, on est dans des pavillons où on a des patients qui sont en isolement du fait de leur état. On les laisse des fois 2-3 jours de plus parce qu'on ne peut pas les emmener vers une chambre, ce qu'on appelle ordinaire, ou alors on ne peut pas les faire sortir, prendre du temps avec eux, parce qu'on n'est pas en nombre et parce qu'on se met en danger. Il faut aussi savoir que là-dedans, il y a une complexité de prise en charge. On nous apprend à faire des choses, mais sur le milieu du terrain, on ne peut absolument pas les mettre en pratique. Nous, ici, on nous parle de formation. Ok, je veux bien, sauf que les accidents de travail, ça arrive. Les patients qui restent en danger aussi pour eux-mêmes, on les laisse plus longtemps que ce qu'ils ne devraient tout seuls avec leur mal-être. Et il y a un moment où il faut arrêter. Il y a des mineurs qui sont accueillis la nuit dans les chambres multiples, qui sont agressés sexuellement. C'est des choses qui ne sont pas dites, c'est des choses qui sont cachées que nous, on voit au quotidien. Je dis pas qu'il y a une mineure qui se fait agresser tous les jours, mais il y a encore 4 semaines, dans notre pavillon, on avait 4 mineurs dans un pavillon. C'est pas normal, avec des personnes âgées, avec des patients psychotiques, avec des personnes qui ont besoin de prise en charge adaptée. Et ça se fait pas, ça se fait clairement pas. Du coup, considérer que c'est pas normal et faire ce que nos collègues font, en fait. Je veux dire, merde, on arrivait à une grève de la faim, c'est quand même pas pour rien, c'est pas pour la gloire, c'est qu'il y a un vrai problème qui est entendu nulle part. On n'est pas le seul hôpital psychiatrique qui en souffre, on n'est pas le seul hôpital public qui en souffre, mais la psychiatrie a cette particularité que les prises en charge doivent être vraiment adaptées à la personne. Et où on se met en danger, on se fait casser la gueule aussi des fois, ça arrive. Vous êtes fonctionnaires tous les trois, vous êtes payés par l'État. Ouais. Est-ce que dans votre plan de carrière, vous attendez dans quelques années à intégrer des structures privées et devenir les salariés de groupes privés? C'est le même combat, nous avons des collègues qui sont dans le privé, ils se battent pareil pour les mêmes conditions, c'est les mêmes combats aussi dans le privé. Et c'est pas la solution, c'est une fausse solution en fait. On l'a déjà entendu de la part de certains médecins dire mais de toute façon aller dans le privé c'est pas la solution. En toute honnêteté c'est nous faire croire qu'en lâchant le public et en le laissant se détériorer comme ça, nous on sauvera notre petite peau, mais les patients derrière on y pense ou pas? C'est ça surtout le souci, c'est que qu'est-ce qu'on en fait de nos patients quoi. Nous on se bat pour les patients. Mais oui. L'intégralité des structures de santé en France publique sont aujourd'hui en lutte, en grève. Il y a des manifestations. Les revendications ne sont pas entendues, ça n'avance pas d'un pouce. Est-ce qu'il vous reste un semblant d'optimisme malgré tout? De moins en moins. De moins en moins, clairement. Là, vous pouvez voir nos collègues, 10 jours qu'ils n'ont rien avalé. Rien du tout. Même pas le moindre gramme de sucre, rien. Ils sont à l'eau. Et même ça fait bouger personne, quoi. Aucune négociation n'a été proposée, même pas une toute petite négociation pour les faire sortir de cet état. On a l'impression que tout le monde s'en fout. Et plus on fait des choses, plus les supérieurs hiérarchiques reculent. On nous a laissé intégrer l'administration tranquillement. Le directeur, on ne sait pas où il est. Voilà, il y a un moment où aussi, c'est peut-être du ressort du ministère là, de faire quelque chose. Et la seule réponse qu'on en a eue, c'est, comme disait mon collègue, embaucher des psychiatres, voir où est-ce qu'on en est, refaire des audits qui coûtent une blinde. C'est pas ce qu'on demande. Non. C'est pas du tout ce qu'on veut. Absolument pas. On veut des paramédicaux, nous, on veut pas de psychiatres. C'est pas ce qu'on demande aujourd'hui. Les médecins, ils veulent plus de psychiatres. Meilleure répartition à faire. Il y a une meilleure répartition des psychiatres. Nous, voilà, clairement, il manque des postes et on en a besoin. On ne lâchera pas de toute manière. Alors, il est très rare de voir les personnels soignants dans la rue, hein, parce que ce n'est pas votre vocation première. Vous avez monté d'un cran une étape avec cette grève de la faim. Est-ce que la colère, la mobilisation des personnels soignants en France peut encore monter et sous quelle forme? On ne sait pas. On ne sait pas vraiment où on va en fait.
Pour nous, déjà, laisser passer une semaine, c'était grave. Aujourd'hui, on est à 10 jours, c'est grave. Demain, c'est vendredi, on ne sait pas où est-ce qu'on va aller. Comme vous le dites, on peut aller dans la rue, mais on est aussi sous un système particulier de fonctionnaires qui fait qu'on est obligé de rester travailler. Des astreintes. Voilà. Nous sommes assignés, nous sommes obligés de Donc on ne travailler. peut pas mobiliser autant de personnes qu'on le voudrait finalement, même s'il y a du soutien, même s'il y a des choses. Je pense que tant que visiblement, on n'est pas, tant qu'on n'est pas visible, voilà, ça ne bougera pas. Mais je pense que cette personne qui arrête de s'alimenter, si ça c'est pas Ça assez devra visible, interpeller. on ne sait pas où on va quoi. Vraiment. Une question que j'ai posée à votre collègue gréviste de la faim tout à l'heure. D'autres groupes professionnels qui viennent vous soutenir, notamment les cheminots, les dockers, vous le ressentez comment? On le sent comme un appui humain déjà, clairement. Parce que Ça fait du bien au moral? Oui, moral et ça fait- humain, ça parce fait du que bien. clairement ça fait aussi le nombre pour nous. Ce qui est important, c'est que ce soit représentatif, que tout le monde puisse s'exprimer, et puis ça nous renforce. Et clairement, ils viennent souvent par l'intermédiaire de délégations syndicales. Donc clairement, c'est un soutien dont on ne pourrait pas se passer aujourd'hui, clairement. Et ils passent voir nos collègues qui font la grève de la faim, chose que notre direction devrait faire aussi. Ils s'inquiètent de leur état. Ils s'inquiètent de leur état, tout à fait. Voilà. Ce qui n'est pas le cas de la direction, Non. qui est de l'encadrement. Donc aujourd'hui, votre motivation, elle est intacte, très forte, Tout à fait. Elle ne bougera pas. puisque vous savez comment ça se passe dans tous les gouvernements, qu'ils soient sous Emmanuel Macron, sous Nicolas Sarkozy, sous François Hollande, on joue le pourrissement des grèves. C'est comme ça aujourd'hui que ça se passe. Oui. Sauf que là, ça semble, à part une légère fluctuation dans les mobilisations SNCF, mais elle reste malgré tout très forte, ça ne semble pas faiblir dans le milieu de la santé. Non, tout à fait. Non. On sait très bien qu'ils jouent la montre. Clairement, il y a l'état de santé de nos collègues qui, de jour en jour, se détériore. Maintenant, il y a d'autres actions auxquelles on est en train de réfléchir. On n'a rien de défini pour l'instant. Clairement, on se demande qu'est-ce qui peut être pire que la grève de la faim, qu'est-ce qui peut être pire que l'humain qui met sa vie en danger pour pouvoir interpeller les autres. Maintenant, vu le peu de réponses qu'il y a, on ne sait pas ce qu'on est amené à faire. On ne sait pas, on réfléchit. En tout cas, ce sera toujours pacifique. Voilà, on fera de mal à personne. C'est pas notre vocation, on est tous soignants. On est dans le prendre soin des autres, on est utile pour la population, je pense. Donc voilà, mais on lâchera pas, c'est sûr et certain, ils ont intérêt à nous les donner, les 52 postes, parce que honnêtement, on en a besoin. Ouais. On en a besoin, et pas personnellement, hein. Moi ça m'empêche pas de prendre mes vacances, hein. Par contre, ça me fait un petit peu mal au bide, comme disait ma collègue tout à l'heure, d'avoir des patients qui sont là toute la journée assis sur une chaise, de ne pas pouvoir leur proposer une activité ou une promenade dans le parc ou rien, parce qu'on est en effectif minimum et qu'on est obligé de faire les soins d'hygiène et qu'on est obligé de prioriser. Clairement, en psychiatrie, la prise en charge, elle est énorme. Et on doit pouvoir proposer des choses à nos patients pour pouvoir les réhabiliter à l'extérieur et pour pouvoir prendre en charge aussi leur pathologie qui est très singulière. Mais pardon, je me répète encore, vous demandez 52 postes qui semblent tout à fait légitimes dans votre situation, mais la norme en France, la règle, ce que l'État met en place, c'est supprimer des postes de partout, de soignants, d'aides-soignants, d'infirmiers. Malgré tout, c'est vraiment une politique globale de réduction et quid de la santé des malades. Oui, des malades. Et des agents également. De toute manière, nous, clairement, les 52 postes, on les réclame dans l'intérêt des patients, comme je vous disais tout à l'heure, mais il y a aussi il y a clairement notre sécurité à nous. Par moment, sur certaines agitations, quand des patients sont en crise classique, comme on dit, on est trop limite, on a du mal à trouver des collègues pour venir en renfort quand on a des patients assez violents en chambre d'isolement, en crise aiguë. Donc voilà, pour notre intégrité physique à nous, c'est compliqué, pour leur intégrité physique à eux aussi, puisque quand on n'est pas assez et qu'on doit maîtriser quelqu'un, et ben on a peut-être, sans le vouloir, on n'est pas assez, on fait comme on peut être amené à blesser les patients. Ouais. Alors qu'en nombre, on pourrait le faire Alors qu'en totalement nombre, voilà, correctement. on le fait correctement, et honnêtement, nous on veut pas ça, on n'est pas maltraitant, on n'a pas signé ici pour faire du mal aux gens, on a signé ici, clairement, c'est au contraire pour les accompagner dans les actes de la vie quotidienne et améliorer leur quotidien. Voilà, là on fait un travail qui n'est pas efficace, on a l'impression de travailler dans une république presque, dans une pauvre république, on est quand même en France, il y a de l'argent, il ne faut pas nous mentir non plus. Je pense que la santé doit être priorisée, au-delà de tout, la sécurité et la santé. Tout le monde. Voilà. Et le mot le plus fort que nous entendons, journalistes, depuis des mois que nous suivons les personnels soignants en lutte, c'est le mot de maltraitance vis-à-vis des malades. C'est un mot extrêmement fort. Une maltraitance qui veut dire institutionnelle. mais qui veut dire ce qu'il veut dire, quoi. C'est certains de vos collègues nous ont dit à Paris l'autre jour, des gens meurent du manque de moyens aujourd'hui. Clairement. C'est une réalité dans les hôpitaux. C'est Il faut une le savoir. réalité, Il y a bien eu sûr. des cas, Il y a eu des cas ici, hein. médiatisés Il y et a eu d'autres des cas cas. non médiatisés. Il y a eu des cas où la surveillance, de par le nombre, le manque de personnel, il y a des surveillances qui ne peuvent pas être assez pointues. Et du coup, clairement, il y a des cas où des patients ont eu de graves impacts sur leur santé, voire
rédhibitoire clairement. Et voilà, c'était uniquement dû au manque de soignants. Uniquement dû au manque de soignants, faut pas mentir. Qu'est-ce que vous pourriez dire à la population pour qu'elle vous suive, pour qu'elle comprenne votre message, votre mobilisation, votre colère? Parce qu'une fois que chacun passe à l'hôpital, on sait l'intérêt de l'hôpital public, mais les gens qui n'en ont pas besoin, après tout, vous êtes des grévistes comme les autres. Comment les convaincre? Moi, je dirais qu'aujourd'hui, le combat que nous menons, c'est pour les conditions d'accueil des patients. Et qu'il ne faut pas oublier, nous sommes tous des patients potentiels. Ouais. Tout le monde. Tout le monde peut être amené à être hospitalisé un jour, hein, les choses de la vie. Dans la psychiatrie, que ce soit dans les soins généraux, en EHPAD, nous sommes tous des patients potentiels. Il faut qu'on s'imagine à la place des patients qu'on prend en charge surtout. Nous, on est dedans. Il faut qu'on essaie de garder un regard objectif sur tout ça. Les gens à l'extérieur, qu'ils s'imaginent à la place des patients qu'on prend en charge. Si on leur expliquait vraiment ce qui se passait et pas en parlant de chiffres, d'entrée, de sortie. On n'est pas une entreprise ici, on est un hôpital, on soigne des personnes. Il n'y a pas que distribuer des médicaments, donner des repas qui convient. Si vraiment les gens pouvaient se dire, voilà, une journée, moi je suis là-dedans, qu'est-ce qui se passerait, comment je me sentirais? On a des gens qui viennent et qui veulent ressortir malgré un état psychique totalement délétère pour eux, qui préfèrent partir du fait des conditions d'hospitalisation. Voilà, je pense que juste se mettre à la place des patients et considérer que nous, on n'est pas des surhommes, on est juste des humains qui veulent faire notre travail correctement. On ne peut pas aujourd'hui. Voilà, juste essayer de réfléchir à ça. Ce sera quoi la santé pour vous dans 10 ans, 20 ans, 30 ans? Ceux qui ont les moyens se soignent, ceux qui ne l'ont pas ne se soignent pas, tout simplement. Ça commence à devenir comme ça, malheureusement. Ouais. Et si on ne se bat pas pour sauver ça, justement, et qu'on laisse tout aller à volo en se disant de toute manière c'est pas de notre faute, c'est la faute du ministère, on n'a pas assez d'argent, je pense qu'humainement nous on va craquer aussi, des soignants il n'y en aura plus, les hôpitaux ça n'existera plus, et c'est pour ça qu'on a des collègues hyper courageux comme nos 7 collègues aujourd'hui, et tous ceux qui les soutiennent, il ne faut pas oublier qu'il y a du monde autour d'eux qui sont encore là et qui resteront là, j'espère que ça va persister, quoi. C'est clair. Parfait. Merci. Léo Etienne.